Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Hommage à Dany Laferrière, 2015, mérite-t-il ce fauteuil à l'Académie française? Eh bien, je dois vous dire que, en plein cœur de Montréal, à la rue Saint-Denis, au Centre d'alphabétisation et d'insertion socio-professionnelle, NARIVE, la communauté francophone et créolophone haïtiano-canadienne a serré les rangs dans un geste de solidarité méritoire pour célébrer le 22 août 2015 la journée du livre haïtien, celle du livre tout court. À l'affiche figurent de nombreuses maisons d'édition et des noms du monde des lettres. Le grand Anthony Phelps, Joël Desrosiers, Gary Clun, Marie-Célie Agnan, Robert Berruet-Auriol, Franz Voltaire, Claude Moïse, Rodney Saint-Éloi, Franz Benjamin, Stéphane Martelly, Franz Mars, Le Nous Supplice et Franz-Antoine Lecomte. Eh bien, en cette occasion, j'ai écrit un petit texte qui devait initier la série des hommages rendus à l'académicien Dany Laferrière au cours de la 8e édition de cette fête de l'esprit à Narrivé. Malgré cette marque d'estime, de reconnaissance et de respect, certains admirateurs de l'écrivain se posaient cette redoutable question presque interdite. Est-ce qu'il mérite ce fauteuil à l'Académie française? Et le 13 avril 2015, Dany Laferrière a célébré son 62e anniversaire de naissance qui a marqué près de 40 années d'écriture, sinon de littérature. Eh bien, cela aurait dû se révéler un véritable événement dans l'univers des lettres françaises et francophones qui venait à peine d'élire son plus récent immortel, originaire d'un pays du Sud, Haïti, notre pays. En cette occasion, nous avons voulu explorer l'univers romanesque de Dany Laferrière afin de pouvoir cerner l'immensité et la diversité de ce sagace écrivain. Mais on doit se poser la question, qui est Dany Laferrière? Sinon un démiurge, c'est-à-dire quelqu'un qui crée des univers, il nous fait parcourir sans arrêt le champ de l'irrationnel en nous invitant à participer à une histoire de déracinement incessant, individuel et qui devient au terminus celle d'un déplacement massif et collectif. Ce héros, H-E accent aigu R-A-U-T, qui issu d'une île tragique, ne peut ni renier ses origines, ni les transcender malgré le pouvoir du réalisme merveilleux et la magie de son art. C'est que le parcours individuel fait aussi partie de l'histoire de l'être, qui n'est qu'une sorte d'odyssée personnelle, hiérarchisée, qui s'étend en une saga collective. Les effets pathologiques de la collectivité font de nous ce que nous sommes. Notre fuite individuelle imposée devient une problématique collective existentielle. Celle du Nil désirant vivre hors de son temps, hors de son espace, hors de ses contingences temporelles et spatiales. Au milieu d'un espace abiotique, liberticide qui n'admet pas de liberté, démocraticide qui tue toute la démocratie, eh bien, l'espoir ne peut être qu'ailleurs, c'est-à-dire hors de ce champ pulvérisé historiquement. En face de cette délocalisation ou déplacement collectif, on ne peut que s'engager dans une quête eudémonique, c'est-à-dire une quête, si vous voulez, du bonheur, mais elle doit être réalisée ailleurs. Et il faut aller ailleurs pour pouvoir atteindre le statut individuel et collectif. Le rôle de ce gosse de 10 ans, espiègle et fin observateur, relevé dans l'œuvre de Dany Laferrière, devait être étudié autant que ses rapports avec Da. Da, qui est Da? C'est sa grand-mère, l'ange tutélaire. C'est une véritable institution dans le quotidien de Pitiguave, cette petite ville de province des années 60. Les caractéristiques du docteur Caillemite et du notaire Launay, deux grands patriciens importants de la ville, mériteraient aussi d'être dévoilées. La patiente observation des fourmis révèle-t-elle un rapprochement avec le comportement humain? Et l'odeur du café nous rappelle-t-il la grande tradition des romans sud-américains?
on se pose cette question. Que se cache-t-il derrière la légende du chien de mer en Haïti? Durant les années Duvalier d'ailleurs. Comment justifier les rapports de ces belles filles qui se donnent aux affreux miliciens de Duvalier ou à de vieux hommes d'affaires? Justement, durant les années Duvalier. Comment faire la description du contexte sociopolitique haïtien durant ces années et la musique? Que peut-on dire de la musique? Peut-elle traduire en caisse de résonance le désarroi et les désillusions de toute une génération? Oui, oui, c'est vrai. Quel est le contenu du journal de Marie Michel concernant la société et les rapports entre les classes sociales durant les années 60 et jusqu'à 70? Comment décrire le processus par lequel Fanfan, l'un des protagonistes de l'univers rigoureux, comment peut-il de ses études basculer vers un état de psychose et d'érotisme? Et il faut voir que Dany Laferrière a sans doute transformé les aventures réelles de la vie en un voyage picaresque, ludique et irrévérencieux, et ça n'en finit pas. Le cycle autobiographique a atteint une forme d'écriture singulière que l'on appelle dans la littérature occidentale du XXe siècle le roman mythologique. Qu'est-ce que ce terme signifie, roman mythologique? Et quels sont les attributs spécifiques de ce genre de roman? Et je dois dire, l'une des conditions qui doit être remplie en premier lieu, c'est de pouvoir relever un parallélisme ou de profondes analogies entre une œuvre contemporaine choisie et d'autres œuvres antérieures découlant de la tradition mythologique occidentale. Par exemple, la situation personnelle du protagoniste par rapport à celle collective du peuple haïtien dans le cri des oiseaux fous pourrait-elle être comparée, par exemple, aux situations cadres et contextes dans lesquels se déroule l'intrigue d'Édipe, par exemple, celle d'Orphée et l'intrigue d'Antigone? Alors, les centaines d'années qui les séparent font un énorme écart chronologique et des matrices culturelles différentes. Comment peut-on justifier une comparaison entre ces œuvres? La littérature aide sans doute à comprendre l'âme humaine. Ça, c'est incontournable. Si elle sert généralement à faire un récit, elle tend aussi à répondre aux exigences esthétiques et éthiques du discours. Mais il y a une dimension paralittéraire de l'écriture d'ordre psychanalytique qui aide à assurer la traduction en mots littéraires intelligibles des états de l'âme humaine. Des états de l'âme humaine en proie à l'émotion forte. Et Dany Laferrière propose dans Tout bouge autour de moi une lecture lacanienne de la distorsion, ce qui nous permet de découvrir le pouvoir affectif des mots dans le procédé de connexion du sujet éprouvé au réel éprouvant. Alors, est-ce que tout a bougé en Haïti à partir de 16h53 à cause de cette cassure du temps objectif le 12 janvier 2010? Est-ce que tout le monde a cherché à établir un contact avec l'autre en ce jour fatidique? Est-ce que la parole a été le thème essentiel? Pourquoi elle d'abord? Comment Laferrière a-t-il pu construire et réaliser son projet littéraire à partir de cette méga catastrophe du 12 janvier 2010? Et évidemment, il y a certains points de repère singuliers à relever du roman autobiographique moderne de Dany Laferrière. Le récit, qui ne suit pas un parcours unilittéraire, linéaire, le récit qui emprunte un labyrinthe inextricable où l'on risque de se perdre, puisqu'on pénètre dans un univers où l'on ne peut s'empêcher d'errer à certains moments sans savoir où l'on va. L'effet de dislocation compte et le jeu esthétique se trouve confronté à l'éclatement. Le roman de Dany supprime le sujet à un certain moment. C'est un vrai roman et un vrai roman ne peut tenir à son sujet initial. Il trouve un développement par l'automatisme psychique du romancier pour rejeter toute préoccupation esthétique et voire d'ordre moral. Est-ce qu'on se trouve devant un roman éclaté dont la validité des idées se mesure d'après la vision du monde du lectorat? Est-ce qu'il y a chez Laferrière
la possibilité pour le roman moderne de jouer sur plusieurs plans et registres et d'y faire glisser certains fragments de la réalité afin de pouvoir faciliter l'exploration du subconscient? Existe-t-il chez l'écrivain une tendance révolutionnaire du roman qui devient le lieu par excellence pour distiller et propager des idées libres et généreuses? Eh bien, on doit se poser cette question, car la littérature de La Ferrière, on se demande, est-ce qu'elle vise à la quête d'une identité multiple? La croyance au libre arbitre ainsi que sa pratique semblent offusquer les religions autant que le pouvoir de l'homme qui lui permet de se réaliser par le recours à la volonté individuelle sans le secours des cieux. Y a-t-il dans l'œuvre de La Ferrière un engagement irréversible à un domaine particulier de la vie? On peut l'avouer, je ne suis pas le seul, ni le premier à le confirmer. Je relève un courant philosophique qui s'édifie à partir de l'individuation et qui nous rapproche un peu de l'existentialisme. L'homme ou l'être n'ignore pas qu'il est libre et qu'il n'est rien d'autre que ce qu'il se fait, c'est-à-dire ce qu'il fait de sa vie. Cependant, cette liberté implique une grande responsabilité. Elle engage l'humanité à choisir un modèle de vie qui vaut pour l'homme en général. Il ne peut se laisser émasculer en ignorant volontairement le sort d'autrui. Puisqu'il a conscience de sa propre existence, il doit aussi garder les yeux ouverts sur celle des autres dans le monde, le seul habitat qu'il partage avec autrui. C'est-à-dire ses semblables, des êtres dont il doit défendre et protéger la vie, la liberté, les droits et les devoirs autant que les siens. On ne peut se passer du devoir de la mémoire et de la solidarité, nous répète sans cesse l'auteur dans son œuvre, surtout lorsque nous nous rendons compte que nous partageons en commun notre origine, notre existence et notre habitat jusqu'à notre mort probable. Malgré nos particularités culturelles, même Marquis, le chien de la famille qui invite ses copains à manger. Alors cela pourrait être considéré comme un grand signe de solidarité. C'est une leçon aux hommes. La Ferrière éprouve une véritable passion pour la condamnation de l'injustice sociale, du racisme, de la pauvreté, de la dictature et surtout la promotion de la liberté, de la paix, de la démocratie, du développement humain et du pays haïtien. Dany Laferrière sait bien qu'il n'existe pas d'heureuse déréliction, car l'homme n'est pas une île. À l'instar de Dépêche, il souffre de ce qu'on appelle la porosité de l'être, c'est-à-dire c'est un phénomène des plus aigus qui le condamne à percevoir et à ressentir vivement les maux et les douleurs d'autrui, puisque nous sommes tous enchaînés. Dépêche et Laferrière ont effectué un travail remarquable dans le domaine esthétique, psychologique, érotique et culturel, puisqu'ils ont réussi à déculpabiliser les corps. Ils ont compris, autant que d'autres écrivains et penseurs d'avant-garde, qu'il ne fallait pas faire du corps un objet méprisable et honteux, comme le proclament depuis des siècles les tenants des Saintes Écritures. Eh bien, c'est cette leçon de sagesse non pas simplement humaine, mais humaniste et progressiste, cet appel à l'unité universelle que semble nous transmettre l'herméneutique, c'est-à-dire l'étude de la Ferrière, autant que celle de Despestre. Monsieur Laferrière, monsieur l'académicien, la littérature, on le sait, exige de vous tout votre être. C'est pourquoi vous exprimez une volonté d'efficacité dans le désir d'organiser un univers, de montrer qu'il y a une vie réelle qui marche à l'intérieur de l'imaginaire. Entre mimésis et catharsis, ces deux grands pôles d'attraction, vous parvenez à nous restituer le rêve et même le merveilleux comme étant naturel et ordinaire. Ça, c'est une courageuse tentative que je dois applaudir. Vous nous donnez accès à une utopie mobilisatrice qui renvoie en même temps au vécu de l'âge tendre, de l'adolescence et de la maturité. Votre succès
qui est tout à fait inouïe, réside dans la capacité de déconstruire la chronique linéaire de la vie pour nous jeter des bribes, des fragments, des épisodes qui tirent leur beauté et leur séduction du fait qu'ils ne se suivent pas et qu'ils rayonnent chacun par son monotomie, sa brillance et surtout le pouvoir de faire accepter l'imaginaire comme tout ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai et de plus fascinant. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, 1985. Hiroshima, 1987. L'odeur du café, 1991. Le goût des jeunes filles, 1992. Pays sans chapeau, 1999. Le cri des oiseaux fous, 2000. L'énigme du retour, 2009. Et d'autres textes, eh bien, composent un univers littéraire, cohérent et exaltant qui se manifeste par de remarquables textes et quelques chefs-d'œuvre qui vous ont conduit à la célébrité. Votre maelstrom littéraire nous convie au bonheur de l'enfance, la poétisation de la précarité, la conquête de l'individuation, la célébration d'une fête scripturaire pour éviter surtout l'extrême des plaisirs de vivre. Monsieur Laferrière, recevez nos chaleureux remerciements et nos plus vives félicitations. À ceux qui s'interrogent sur le parcours de Dany Laferrière et surtout son élection à l'Académie française, il faudra lire sa biographie, ses 23 textes faits de romans, de nouvelles, de récits, de films et de pièces de théâtre et surtout les nombreux prix qu'il a gagnés au cours de sa carrière d'écrivain dans le monde international. À ce moment-là, on pourra avoir une bonne discussion sur les critères objectifs et subjectifs employés par l'Académie française pour pouvoir élire ses membres. Alors, je dois vous dire, soyez tous avec moi la prochaine fois. Ma prochaine chronique sera consacrée à ce débat et aux interrogations qu'elle suscite. Merci. Franz-Antoine Lecomte.